C'est ici, à l'aéroport de Bangui, que des militaires français auraient abusé sexuellement d'enfants centrafricains entre fin 2013 et au moins juin 2014, il y a un an donc. Mais le rapport de l'ONU qui fait état de ces viols a été rendu public hier seulement, de même que la procédure judiciaire, pourtant ouverte en France depuis juillet 2014, est toujours en cours. En première ligne, les militaires assurent n'avoir rien à cacher, bien au contraire, assure le ministère de la Défense, c'est l'armée qui a prévenu la justice et lancé de son côté sa propre enquête interne. Le rapport qui est remis au chef d'état-major des armées, je ne peux pas en faire état, parce que c'est un document qui est classifié. Et je ne peux pas en faire état aujourd'hui parce que très vraisemblablement la justice va le réclamer. Si nous avions eu connaissance de manquements graves, bien sûr nous aurions immédiatement saisi la justice pour dire nous savons qu'il y a eu telle ou telle chose, nous vous le disons. Autrement dit, l'enquête militaire, dont le but n'est pas de déterminer si les faits sont avérés, mais si la chaîne de commandement a failli, n'a rien révélé d'anormal. Mais le comportement de l'armée française sur place est tout de même pointé du doigt dans le rapport de l'ONU. Ce qui est très inquiétant, c'est que le rapport ne mentionne aucune mesure prise pour faire cesser les abus. Et surtout, les 6 enfants qui témoignent ont été mis en sécurité, mais rien n'a été fait pour les autres victimes évoquées dans le rapport. De son côté, la justice centrafricaine s'est plainte aujourd'hui de n'avoir été associée à aucune enquête. C'est plus que couvert par la hiérarchie. Je te donne un autre exemple. Et là, on va comprendre qu'il y a un système de compromission qui est engagé de façon formelle dans les forces armées et les forces publiques. Il faut en parler. Et il faut que les gendarmes, les policiers, les militaires, ils arrêtent de se voiler la face et qu'ils comprennent dans quoi ils entrent. Et qu'il faut qu'ils choisissent leur camp. Tu as entendu parler de l'opération Turquoise? Bien sûr. Bien. Ça se produisait dans quel pays et dans quelles conditions? C'était, alors Turquoise, c'était Rwanda, il me semble, en 94. Après les massacres voilà. entre les Hutus et les Tutsis. Ouais. Où donc là, il y avait des forces de l'ONU avec des unités parachutistes qui venaient pour protéger les réfugiés. Tout à fait. Eh bien, à l'occasion de cette grande opération Turquoise, il faut savoir que dans les camps de réfugiés, il y avait des tentes collectives qui étaient dressées, montées. Et par exemple, à 10h du matin, toutes les femmes, jeunes filles à peu près potables, pardon pour ce terme, réfugiées, étaient entassées, étaient donc mises à disposition dans ces tentes collectives, et c'était l'heure du viol. Et je parle pour les parachutistes, les casques bleus de l'armée française. Ok? Tout le monde y allait. Tout le monde. Parce que c'est organisé par les officiers, et que toi, tu es un petit troufion, un petit caporal chef ou même un sergent, tu vas pas aller contre les officiers. Et puis il y a l'effet de masse, cette galvanisation de « ouais, nous on est des vrais, on fait partie de l'équipe ». Et c'est encore pire quand tu es dans une unité spéciale. Je suis passé dans une unité spéciale après la gendarmerie, où tu as cet élitisme, tu vois, qui vient prendre au piège les plus vaniteux et puis les faire participer aux pires choses sans qu'ils trouvent rien à y retrouver, parce que c'est là encore, là où l'humain pêche le plus, c'est sa vanité. Et l'impression d'appartenir à une élite, ils savent jouer avec ça, ceux qui nous manipulent. Ils savent jouer avec cette vanité, dire ouais, on est dans les quêtes des quêtes, nous on a le droit de faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire. C'est aussi comme ça que les francs-maçons évoluent, et ok, c'est se mettre au-dessus de tout le monde en disant nous on est l'élite, les autres c'est des cons. Et donc ce système de compromission, il est donc dans la gendarmerie, il est chez les paras, dans l'armée, dans des conditions insoutenables, puisqu'on parle de camps de réfugiés, donc, je veux dire le summum de la misère humaine. On est là censé intervenir pour les protéger, plutôt pour les aider. Et il y a une omerta qui est écrasante. Parce qu'au-dessus, il y a toute une chaîne de commandement, et le pauvre petit troufion qui va ouvrir sa gueule, il ne va pas faire un pli ou il va finir en asile psychiatrique. Asile psychiatrique. C'est une page sombre de l'histoire de la présence française au Cameroun. Après un demi-siècle d'indépendance, le voile se lève sur les massacres des Bamileke, qui forment la communauté ethnique la plus importante du pays. Les derniers survivants anticolonialistes dénoncent des exactions commises par l'armée française. François Bader. Que s'est-il passé en pays Bamileke à l'époque de la lutte pour l'indépendance ? Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, 2 hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un milicien au service de l'armée française.
Bien que dans des camps opposés, il confirme les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française et ses supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile. On bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Il y avait l'avion devant qui versait liquide et puis le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Les historiens ont encore beaucoup de choses à découvrir sur cette guerre qui ne dit pas son nom. Certains parlent de génocide, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Il reste des points à éclaircir, justement sur la taille du génocide. Les gens ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que quand on dit 400 000 personnes tuées, les gens s'interrogent quelle était la taille de la population bamileke de l'époque pour qu'on en tue 400 000 et qu'il en reste encore. En pays bamileke, les opérations ont continué plusieurs années après l'indépendance du Cameroun, sous couvert de coopération militaire. Images, documents, toutes les archives restent gardées en France sous le sceau du secret défense.